Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une édition spéciale de la pause discussion consacrée à l'enseignement. Avec moi, Xavier Toussaint, président de la CSC Enseignement, pour parler de l'actualité du secteur, des 2 heures supplémentaires imposées aux enseignants et de la grève prévue le 10 novembre. Bonjour, Monsieur Toussaint. Bonjour, Tout d'abord, merci d'avoir accepté ma demande. merci à vous de me recevoir. C'est une expérience que je trouve très très sympathique de pouvoir m'adresser à un étudiant. Et donc voilà, comme étant actif dans le monde de l'école et également de l'enseignement supérieur, je suis ravi de pouvoir faire cette interview avec vous. Pour commencer, vous êtes à la tête de la CSC Enseignement. Quel message principal voulez-vous porter aujourd'hui aux enseignants après l'annonce des 2 heures supplémentaires des cours pour le secondaire supérieur? Alors, ce que je veux dire aux enseignants, mais pas uniquement aux enseignants, ce que je veux dire à la population en général et même aux étudiants qui vont en pâtir des décisions de ce gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec la hausse du Minerval, ce que vous avez sans doute suivi également. Ce que je veux dire, c'est surtout un message d'encouragement et un message d'espoir, dans le sens où la manifestation du 14 octobre, donc du mois dernier, a été un franc succès. Et on se rend compte que grâce à ce franc succès, on a, pour le moment en tout cas, le gouvernement fédéral qui est dans des difficultés importantes, qui n'arrive pas à boucler son budget. Et on voit aussi qu'au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le gouvernement patine sur certaines mesures. Par exemple, la question de la gratuité qui vient d'être revue d'une façon qui ne nous arrange pas, mais qui est déjà modifiée par rapport à l'annonce initiale. Et donc, quand on voit comme ça des gouvernements qui sont manifestement en train de patiner, je pense que c'est justement le moment de poursuivre la pression, de se mettre en grève lundi et de participer à la fin du mois de novembre à l'appel de novembre, répondre en masse aux appels de mobilisation des organisations syndicales. Et dès l'annonce du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les 2 heures supplémentaires ont été présentées comme une nécessité budgétaire. Selon vous, est-ce un choix pédagogique ou purement financier? Non, alors ça ne peut pas être un choix pédagogique. Donc le choix pédagogique qui s'impose, c'est une réduction de la taille des classes et dans l'absolu, c'est d'avoir des enseignants qui sont suffisamment reposés pour pouvoir donner les cours correctement. Donc ici, on est typiquement sur du budgétaire. J'enseigne dans le secondaire supérieur, donc je sais de quoi je parle. Euh, Mes collègues directs et les affiliés avec qui je suis en contact tous les jours me remontent qu'en fait, dans le secondaire supérieur, à part quelques exceptions, le temps de travail qui est un temps acceptable, qui vous permet de bien vous reposer, qui vous permet de vivre sereinement votre charge, je parle de la charge horaire, mais je parle aussi de tout ce qu'il y a à côté et de la charge mentale que ça implique d'être enseignant, c'est 16/20. Donc pour le moment, quand les gens prennent des 4/5 temps, avec des interruptions de carrière, c'est pour pouvoir souffler et pour pouvoir vivre leur métier dans des conditions plus sereines. Aujourd'hui déjà, quand vous avez 20/20, si vous avez un problème de santé, un problème de famille, un parent âgé dont vous devez vous occuper, si vous êtes maman solo et ainsi de suite, c'est déjà très compliqué. C'est déjà très compliqué au niveau de la charge. Alors, rajouter 2 heures, c'est évidemment pour les gens qui resteront en place une catastrophe au niveau humain, au niveau charge de travail, puisqu'il faudra prendre en charge une autre classe. Mais donc, ça fait des bulletins en plus, des réunions de parents en plus, ça donne évidemment une charge mentale complémentaire, des corrections en plus, s'occuper de ces élèves, de cette classe, avec leurs besoins, besoins spécifiques et ainsi de suite. Mais c'est aussi une horreur pour ceux qui perdront leur emploi. Je m'explique, à partir du moment où vous mettez 10 enseignants avec 10% de la charge en plus, le 11e perd son emploi. Et donc, on estime à 1500 équivalents temps plein en moins pour l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles à partir de la rentrée prochaine, à ajouter aux 500 équivalents temps plein qu'on nous a déjà retirés dans le qualifiant à cette rentrée-ci. Donc, ça fait 2000 postes en 2 années scolaires qui disparaissent. Et c'est donc des choix purement budgétaire. D'ailleurs, ça a été fait dans le cadre d'un budget, alors que par ailleurs, ce gouvernement prend des décisions qui sont des décisions coûtantes. Et c'est là qu'on voit toute l'horreur de ce qui est en train de se jouer.
ils préfèrent maintenir, par exemple, le projet d'un CDI, alors qu'on a démontré que ce projet de CDI allait coûter des centaines de millions d'euros par an. Ils préfèrent mettre des options en troisième secondaire contre l'avis de quasi tous les acteurs, C'est un choix coûtant qui va coûter au bas mot 45 millions d'euros. Ça, ils font ces choix coûtants. Et par ailleurs, ils économisent en nous faisant travailler, pour le coup, travailler gratuitement. Donc, on est sur des choix qui sont présentés comme étant des choix budgétaires, des choix d'économie, soi-disant on n'aurait pas le choix, voilà, c'est la vie. Mais par ailleurs, ils dépensent de l'argent dans des mesures qui ne nous conviennent pas. Est-ce que vous pensez que cette mesure risque d'aggraver l'absentéisme ou le départ anticipé dans le métier? Ah, mais ça, c'est certain. Donc, à partir du moment où vous accroissez la charge, vous allez avoir des gens qui vont être dégoûtés ou qui vont tomber malades. Ce sera l'un ou ce sera l'autre. Hein. Donc, on ne s'est pas posé la question d'objectiver le temps de travail réel aujourd'hui. Les organisations syndicales demandent depuis longtemps une objectivation réelle du temps de travail. Vous devez savoir que ça a été fait en Flandre. Et en Flandre, dans cette étude, le temps de travail des enseignants était estimé à 46 heures pendant les périodes d'école, pendant les périodes de travail, les semaines de travail d'école phase classe, et 17 heures pendant les périodes de congés scolaires. Parce que pendant les congés scolaires, on termine ses corrections, on prépare les cours pour la séquence suivante. Ça n'a jamais été fait en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, on ne s'est pas objectivé si le fait d'augmenter de 10% est quelque chose qui est humainement faisable ou pas. Moi, je pense évidemment que ça va accroître encore les difficultés du métier et certains collègues vont tomber malades. Il y a pas de secret où vont se dire c'est bon, on me considère taillable et corveillable, ah merci, eh bien je vais voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc, on est à l'inverse de ce qu'on avait demandé pour lutter contre la pénurie. Et vous évoquez à plusieurs reprises l'accord du gouvernement Arizona comme un projet de désertification du droit de travail pour les services publics. Pouvez-vous clarifier cette expression et donner quelques exemples concrets pour les enseignants? Oui, alors le gouvernement Arizona s'en prend aux services publics en général et pour les enseignants, c'est spécifiquement par rapport à la retraite de services publics. Donc, vous savez que dans la carrière d'enseignant, vous avez finalement deux piliers sur lesquels on pouvait se reposer en dehors de la pratique du métier en tant que tel. C'est le statut qui nous protège d'une direction qui serait éventuellement autoritaire et qui aurait un comportement déviant sur place. Donc, ça protège le membre du personnel, ça lui donne un certain nombre de devoirs, mais aussi un certain nombre de droits. À partir du moment où on est nommé, par exemple, eh bien, on peut être réaffecté dans d'autres écoles si on n'a plus d'heures dans l'école en question. Donc, ça donne aussi une certaine sécurité au niveau de l'emploi. Et le deuxième pilier, j'estime qu'il s'agit de la pension de service public, qui, comme vous le savez, est une pension du premier pilier plus élevée que ce qu'on pourrait avoir dans une carrière du privé avec un revenu, un salaire équivalent. Le gouvernement Arizona est un gouvernement qui s'en prend à cette pension de service public, puisque le tantième préférentiel pour les enseignants disparaît, est amené à disparaître. Notre coefficient, ce qu'on appelle notre coefficient de majoration, c'est un coefficient qui permet pour le moment que 20 années de travail soient comptabilisées comme 21 et donc 40 années de travail comptabilisées comme 42. Eh bien, ce coefficient va être revu de moitié, diminué de moitié, et le salaire de référence pour le calcul du montant de la retraite va être également revu, dans le sens où pour le moment, ce sont nos 10 dernières années qui comptent, donc le salaire moyen des 10 dernières années de la carrière qui compte comme salaire de référence pour le montant de la retraite. C'est le moment où on a le barème le plus élevé, vu qu'on est en fin de carrière et donc on a une expérience supérieure. Et ça va petit à petit passer au salaire moyen de l'ensemble de la carrière. Et là, il n'y a pas de secret. Hein. Vous allez alors inclure dans ce calcul
les plus petits barèmes du début de la carrière et donc le montant de la retraite va diminuer. Donc pour les enseignants, l'Arizona attaque spécifiquement notre retraite des services publics, mais l'Arizona s'en prend à la société en général. Et moi, je considère que c'est finalement un gouvernement qui gouverne contre son peuple, puisque en tirant les standards vers le bas, les standards sociaux vers le bas, on exclut les chômeurs, on brutalise des malades et ainsi de suite, la société ne va pas s'en porter mieux. La société ne va pas s'en porter mieux. Et par ailleurs, ils permettent aux élèves et aux étudiants d'accroître encore le nombre d'heures au niveau des jobs. Les patrons raffolent de ces jobs-là puisque ce sont des jobs qui ne cotisent pas pour la sécurité sociale. Et donc, on se retrouve en plus avec des élèves qui jobent et qui donc échouent dans leurs études, que ce soit les études supérieures, mais même ce phénomène se retrouve même dans le secondaire. Ce gouvernement-ci a la vision d'un jeune qui peut aller jobber à partir de 15 ans. À partir de 15 ans. Mais à partir de 15 ans, il est en quatrième secondaire. Donc moi, j'ai des élèves, mon expérience personnelle, des élèves qui arrivent en retard ou qui dorment en classe parce qu'ils ont jobé ou qui quittent la classe en demandant, par exemple, d'aller à la toilette parce que le patron les appelle pour venir à midi faire le service parce qu'il y a un coup de feu au restaurant ou au bar du coin. Et donc, voilà, ces élèves-là vont alors peut-être doubler. Et le redoublement coûte aussi un pont à la Fédération Wallonie-Bruxelles, et c'est le serpent qui se mange la queue, parce que ces élèves, quand ils prennent ces jobs étudiants, parfois ils en ont vraiment besoin, mais ils prennent aussi la place peut-être de leurs propres parents qui, eux, ne trouvent pas de boulot pour le coup et seront exclus des allocations de chômage. Donc on est vraiment sur une vision de la société qui est déstructurante. Je vais revenir à la grève du 8 novembre, comme vous l'appelez. Quels sont les objectifs de cette mobilisation? Alors, le premier objectif, c'est qu'on en parle. Donc, le tout premier objectif, c'est qu'on en parle, et ça, c'est déjà une réussite. Hein. Le simple fait qu'on en parle sur les réseaux sociaux, le simple fait que nous fassions cette interview aujourd'hui, c'est déjà un résultat de l'annonce de la grève. Vous voyez, j'ai eu des contacts avec différents journalistes, nous avons des contacts avec des différents journalistes, et ça, c'est déjà un point important, dans le sens où on peut mettre sur la place publique et dans la tête des gens les difficultés que l'on vit dans l'enseignement et que tout le monde comprenne bien que la grève dans l'enseignement, ce n'est pas une grève corporatiste pour nos propres avantages, ce n'est pas de ça dont il s'agit, c'est une grève et un mouvement pour une école pour tous, et une école qui permet à tout le monde de progresser et à tout le monde de s'épanouir dans des bonnes conditions et dans des conditions aussi financières qui sont acceptables et qui prend en compte aussi les difficultés qui sont vécues. Donc ça, c'est le premier objectif. C'est un objectif de témoignage dans l'espace public des difficultés que nous rencontrons. Le deuxième objectif, évidemment, c'est un objectif de revendication. Hein, on ne va pas uniquement discuter devant les écoles, dans les gares et sur les places, comme on le fera lundi en distribuant des tracts avec la population. On veut aussi que ça change. On veut que ça change. Et donc, on veut le retrait des mesures pénalisantes que ce gouvernement nous propose, enfin nous impose plutôt, hein, parce que c'est même pas une proposition, c'est une imposition qui se fait à la hussarde d'une façon totalement incroyable, puisque la concertation n'avait pas encore eu lieu, que l'administration envoyait sur les boîtes mail personnelles les projets du gouvernement. Donc tout ça ne va pas. J'insiste, les propositions budgétaires du gouvernement n'ont pas encore fait l'objet des travaux parlementaires et donc rien n'est voté. Et donc c'est pourquoi on demande que ça change. Rien n'est voté. Même si ça avait été voté, on pourrait encore contester cette loi. C'est toujours possible en démocratie. Mais pour le moment, rien n'est voté. Et donc c'est le moment aussi de la mobilisation. On veut une revalorisation juste du métier, des conditions de travail, le maintien de nos prépensions, ce qu'on appelle les DPPR dans l'enseignement, et alors on refuse aussi toutes les mesures qui vont pénaliser les élèves. Je prends par exemple le seuil de réussite aux épreuves externes à 60%, mais qui a été inventé un truc pareil pour mettre que pour réussir désormais le CE1D en fin de deuxième secondaire, il faudrait avoir 60%
dans chacune des épreuves, dans chacune des épreuves. Si on prend les statistiques actuelles, ça veut dire qu'un enfant sur 3 seulement réussirait. Et ce sont les enfants qui ont la chance d'évoluer dans un milieu plus favorisé, dans un milieu où on a accès à la culture, voilà, où les parents sont souvent des gens instruits et on inscrit ses enfants dans des écoles où on se fréquente entre soi et entre personnes instruites, avec souvent un milieu socio-économique beaucoup plus favorisé. Voilà, c'est vraiment ce type de mesure qui ne va pas. On veut l'accès à l'école pour tous. La hausse du Minerval pour le supérieur, ça ne va pas. La hausse de l'inscription dans les académies pour les enfants de moins de 12 ans, ça ne va pas. J'ai été interpellé personnellement par les collègues des académies plusieurs fois le jour de la manifestation du 14 octobre, en me disant, mais on va avoir des enfants qui n'auront plus accès à la culture, qui n'auront plus accès à la musique. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette société-là? On ne veut pas de cette société-là. Et quand on voit une ministre qui répond à ce type d'interpellation en disant qu'il faut mettre un drapeau belge dans les écoles, ou qu'on va commencer à compter ou faire une liste des écoles qui permettent les signes convictionnels par rapport aux autres écoles qui ne le permettent pas, on est dans une dérive totale. On est vraiment dans une dérive totale pour orienter encore, soi-disant, la colère des gens vers une certaine communauté, stigmatiser une certaine partie de nos concitoyens. C'est absolument intolérable. L'école est là pour faire du lien, pour créer du lien, pour rassembler les gens, pour faire société, et pas pour pointer du doigt telle ou telle personne qui aurait un signe convictionnel. Je trouve ces diversions totalement abjectes. Et ce sera toutes les écoles de la Wallonie-Bruxelles qui seront concernées? Par la grève? Oui. Alors évidemment, tout ça s'organise à géométrie variable en fonction des équipes locales. Donc ici, il ne s'agit pas d'une manifestation nationale, il s'agit d'un mouvement de grève. Comme vous le savez, les écoles restent ouvertes, puisque les pouvoirs organisateurs sont tenus d'organiser l'accueil des enfants. Et dans les écoles, les enseignantes, les enseignants ont le droit individuel de faire grève ou non. Et donc, en fonction des situations vécues par les uns et par les autres, en fonction de ce que les équipes ont prévu ou pas, vous allez avoir des écoles qui seront totalement à l'arrêt, des écoles qui seront ouvertes, avec un nombre d'enseignants sur place à géométrie variable. Donc, en tout cas, l'appel est lancé pour l'ensemble des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On pense que le mouvement va être bien suivi, mais il est certain qu'à certains endroits, il y aura davantage de grévistes qu'à d'autres, parce que voilà, ça c'est la vie. Vous avez des traditions syndicales qui sont plus ancrées à tel endroit qu'à tel autre. Vous avez là-bas une équipe de délégués qui est très active, alors que dans telle autre école, les gens sont peut-être moins informés, et ainsi de suite. Donc, on n'a pas à cette heure-ci, on est jeudi soir, on n'a pas à cette heure-ci une vision exacte de ce qui va se passer, mais ce sera bien sûr. Et du point de vue des enseignants, quels sont les dispositifs d'accompagnement ou de soutien que vous réclamez pour faire face à cette réforme? Le dispositif qui nous semble depuis toujours, et je parle en général, qui nous semble depuis toujours être un dispositif nécessaire, c'est une réduction de la taille des classes. Donc, on en a fait une priorité depuis très très longtemps, et ça reste. Ça reste. La réduction de la taille des classes, c'est une manière de travailler de manière plus individuelle avec les élèves. Moi, j'ai eu l'occasion, hein, pour vous témoigner de mon expérience, j'ai eu l'occasion d'enseigner à des demi-classes pendant la période du coronavirus. Hein, on ne pouvait pas réunir l'ensemble du groupe dans le même local pour des raisons sanitaires, et donc on donnait cours à des demi-groupes. Eh bien, quand j'ai donné cours à des demi-groupes, la leçon avançait beaucoup plus vite, et j'entendais la voix de certains élèves qui ne s'expriment jamais ou quasi jamais en groupe complet. Et dans ces dynamiques-là, avec des plus petits groupes, la possibilité était donnée d'avoir davantage d'interactions et donc remédier plus rapidement. Donc pour nous, c'est un objectif qui reste évidemment à l'ordre du jour.
Et vous l'avez dit, le débat public sur l'éducation tourne souvent autour des effectifs, des horaires et des classes, mais comment parler aussi de la qualité de vie professionnelle pour les enseignants? Je parle notamment de la fatigue, le burn-out ou la charge mentale. On a besoin, donc comme je le disais tout à l'heure, on a besoin d'objectiver le temps de travail. Ce serait déjà une reconnaissance. Donc objectiver le temps de travail réel, parce qu'il y a tout ce côté de travail invisible qui est important. Et à partir du moment où on objective le temps de travail, on peut commencer à réfléchir à ce qu'on fait de ce temps de travail. Est-ce que déjà, en termes de nombre d'heures, c'est acceptable ou pas? Mhm. J'ai l'intime conviction que ça ne l'est pas. Honnêtement, je pense que ça ne l'est pas. Je pense que on fait trop. Euh, c'est très loin des préjugés que les gens ont, mais on voit souvent des nouveaux profs qui arrivent parce qu'ils ont envie de se reconvertir et qui ouvrent des grands yeux après quelques semaines en se disant ah c'est ça le métier, ah ben c'est pas l'image qu'on en avait. Donc on doit objectiver le temps de travail. À partir du moment où ce temps de travail est objectivé, on doit en définir le contenu et voir dans quelle mesure le contenu est acceptable ou pas. Alors le contenu peut être plus acceptable avec des plus petites classes. Ça, c'est le lien avec la question précédente. Le Mhm. contenu est acceptable avec des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments remplis de moisissures, un bâtiment dans lequel on a froid l'hiver et trop chaud l'été, et ainsi de suite. Donc, des bonnes conditions d'ambiance. Donc, la taille des classes, les conditions d'ambiance. Vous allez avoir des meilleures conditions aussi si vous avez la possibilité d'avoir une équipe pluridisciplinaire à disposition qui permet à l'enseignant de se concentrer sur sa mission d'enseignement. Je pense que dans l'enseignement, pour le moment, on est à la fois prof, éducateur, trésorier, infirmier, papa, maman, coach sportif, confident, confesseur, etc., etc. Et donc, on a des multiples casquettes qui, quelque part, sont valorisantes, hein, je ne remets pas ça en question, mais qui augmentent la difficulté du métier. Et donc, vous devez vous-même être vraiment avec une force mentale considérable, une force physique considérable, une attention considérable pour pouvoir mener tout ça de front. Dans l'école où je travaille, on a eu pendant un certain temps une assistante sociale à mi-temps dans l'établissement. Eh bien, je peux vous dire que cette dame qui travaillait à mi-temps dans l'établissement n'arrêtait pas pour s'occuper de nos élèves qui étaient en difficulté. Une assistante sociale. Et donc voilà, c'est un exemple de ce que j'appelle peut-être la nécessité d'avoir une équipe pluridisciplinaire. Alors, on n'a peut-être pas besoin d'une assistante sociale dans chacun des établissements, mais on a besoin de d'éducateurs, par exemple, dans le fondamental. Ça manque, ça manque. Oui. On a besoin d'une puéricultrice par implantation maternelle, certainement. C'est pas le cas partout. On a besoin d'avoir peut-être d'autres intervenants extérieurs qui permettent à cette petite société d'évoluer et de décharger les enseignants. Mais pour ça, pour mettre en place cette vision de l'école, ça demande un certain nombre de moyens, euh, ce que pour le moment, les majorités en place nous refusent, puisque nous sommes vus comme un coût et pas du tout comme un investissement, alors que nous sommes la base de la société de demain. Hein. Les jeunes de ce pays passent par l'école et on a besoin d'une école qui fonctionne bien pour construire une société qui fonctionnera bien derrière. Et si vous pouviez adresser un message aux parents, aux jeunes enseignants et aux décideurs politiques avant la grève du 10 novembre, que leur diriez-vous? Alors je dirais aux parents, nous, le combat que nous portons maintenant, c'est le vôtre. C'est le vôtre. Vous savez, les enseignants sont très souvent aussi des parents et Oui. lutter pour une meilleure école, une meilleure école pour tous, parce que c'est vraiment ça, c'est un combat qu'on doit mener avec les parents. Et en tout cas, je sais que les représentants des parents le comprennent très bien et sont avec nous dans ces luttes-là. Pour les élèves, c'est la même chose. Pour les élèves, oui, on souhaite que l'école vous permette, leur permette de s'épanouir, de grandir et d'apprendre dans des bonnes conditions. Quand nous, on se plaint d'avoir une classe trop nombreuse ou un local trop pourri, euh, Mhm.
Que dire des élèves qui restent assis là à 27 ou à 25 sur une petite chaise dans un coin de la classe alors qu'on voit pas bien le tableau, ce genre de choses. Enfin, ce ne sont pas des conditions acceptables. Et les décideurs politiques, s'il vous plaît, remettez en place la concertation, écoutez-nous et discutez avec nous avant d'annoncer des mesures odieuses et ridicules comme l'exemple de tout à l'heure, les 2 heures supplémentaires. Si on en avait discuté auparavant, on se serait rendu compte très vite, oui, il se serait rendu compte très vite qu'ils faisaient fausse route. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont en tête, ils ne connaissent rien au métier, et ils inventent comme ça des choses qui ne sortent de je ne sais pas quel préjugé d'ailleurs, et qui vont faire d'énormes dégâts. Donc on a besoin d'une véritable concertation, et non pas d'un gouvernement qui s'impose comme ça du haut du ciel par des mesures unilatérales. On a souvent rigolé un petit peu ou souri de la Belgique qui était considérée comme le pays du compromis un peu mou, hein, le compromis à la belge, on connaît cette expression. Mais c'est précieux parce que dans un compromis à la belge, vous n'avez pas de perdant. Désormais, on travaille d'une manière tout à fait différente au niveau du gouvernement. On considère que parce qu'on a été élu, on a tous les droits. Même le droit de court-circuiter la concertation sociale, qui est un dispositif légal, et le droit d'envoyer des circulaires administratives d'application de mesures qui n'ont pas encore fait l'objet d'un décret. Voilà, on court-circuite les procédures, tout ça parce qu'on a été élu. Moi, c'est pas la conception qu'on a de la démocratie. La démocratie, pour nous, c'est une démocratie qui est un échange continuel. Alors, on ne remet pas en question le résultat des élections, mais cette démocratie, elle doit permettre à tous les interlocuteurs de se parler et de construire la société tous ensemble. Citoyen, ça ne veut pas dire être soumis pendant 4 ans, 11 mois et 29 jours, et le 30e jour, aller cocher une petite case et puis fermer sa gueule pendant le reste du temps. Ça, c'est pas être un citoyen. Une société démocratique avec des citoyens, c'est une société qui se prend elle-même en main, qui met à l'ordre du jour un certain nombre de difficultés, qui interpelle les élus, qui échange, et on construit ensemble une société apaisée, une société sereine. Ici, on va vraiment dans l'autre sens, on va dans le sens de la brutalité verticale, et c'est insupportable. Merci beaucoup, Xavier Toussaint, d'avoir participé et de nous avoir éclairé sur ce sujet. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. À vous aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi à la même heure. D'ici là, passez une très belle journée. Au revoir.